va commencer cette émission avec un sujet très pertinent. On a beaucoup parlé ces derniers temps de la crise entre l'UE et les États-Unis. Et on va essayer de voir ici une autre explication à propos de ce qui se passe pour éviter d'entrer dans des délires terrifiants. On a peur, la guerre, machin. Parce que la raison pour laquelle j'en parle, c'est parce qu'apparemment, il y a J.D. Vance qui a dit un truc, le vice-président américain qui a dit « Maintenant, il faut qu'on jette un coup d'œil au niveau des armes nucléaires des pays européens. Parce que si on n'est pas partenaire avec eux, ils représentent un danger contre les intérêts des États-Unis, contre les États-Unis. » Ça, c'est pas rien. Il doit faire des accords comme avec la Russie sur le contrôle des proliférations des armes nucléaires. Ouais, en gros, les États-Unis ont dit on n'aimerait pas que l'Europe ait des armes nucléaires sans notre validation. C'est juste aussi simple que ça. Donc. Et comme c'est pas un petit truc, c'est quand même un truc assez énorme, j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qui se passe pour comprendre contre qui les États-Unis sont réellement en guerre. Alors, après les lives de l'année dernière sur l'UE, une chose devenait de plus en plus claire. Les USA ont déclaré la guerre à l'UE et pas forcément l'inverse. Et les raisons ne sont pas forcément celles évoquées dans le milieu mourant du narratif mainstream. Avant d'aller jusqu'à ces raisons qu'on va expliquer, rappelons-nous un peu de ce qui s'est passé récemment. Donc, on va avoir une chronologie de la dégradation récente des relations entre États-Unis et Union européenne. Entre fin 2024 et 2025, il y a eu des propos de J.D. Vance sur l'Union européenne. En gros, on avait la vidéo ici, voilà un extrait, je vous le lis, on ne va pas le regarder. Il dit « La menace qui m'inquiète le plus pour l'Europe n'est pas la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace qui vient de l'intérieur, le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis d'Amérique. » Il a continué en disant « J'ai été frappé de voir récemment un ancien commissaire européen se réjouir à la télévision que le gouvernement roumain venait d'annuler toute une élection. » Alors, si votre démocratie peut être détruite par quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique provenant d'un pays étranger, c'est qu'elle n'était pas très solide au départ. Donc, il a clairement critiqué la démocratie européenne. Et on avait fait toute une émission sur ça, enfin toute une partie de live sur ça à propos de sa venue en Europe. Okay, et ça, c'était fin 2024. Couleur, ouais. Voilà. Ensuite, le 5 et 6 décembre 2025, donc ce sont des événements très récents. La Commission européenne inflige une sanction d'environ 120 millions d'euros à la plateforme de X, propriétaire d'Elon Musk, pour non-conformité au DSA, donc le Digital Service Act, qui est le cadre légal de l'Union européenne sur... on va dire la parole sur Internet et tout ça, notamment manque de transparence sur les publicités et fonctionnalités de badge. En réaction, Musk publie sur X des messages très virulents contre l'Union européenne, appelant même à abolir l'UE et à rendre la souveraineté aux États nationaux. Vous vous rappelez de ça, on en a parlé. Début décembre 2025, il y a carrément une mobilisation politique à Washington. Quand on avait parlé de tout ça, on avait fini sur Trump, que Trump il avait dit il faut qu'on regarde ce qui s'est passé avec Musk parce que voilà, c'est un peu chelou. Et justement, ça a donné suite directement à ça. Plusieurs responsables de l'administration américaine, y compris quelques membres influents du Parti républicain, se joignent à la critique de Musk contre l'UE, dénonçant la sanction comme une attaque contre les entreprises américaines. Donc l'événement est carrément devenu politique et ça a dépassé le niveau de Union européenne contre Musk et X, c'est devenu Union européenne contre États-Unis. Il y a des très bons lives que Alexis a fait sur ces sujets. Tous les lives d'Alexis récemment, je vous les conseille fortement. Ce mec-là, dans cette situation-là, il est quand même une source de clarté assez importante. Donc, n'hésitez pas à regarder les lives d'Alexis si vous voulez plus le détail, tu vois, au pixel. Nous, on est plus l'image de l'ensemble. Donc, voilà. Ensuite, fin décembre 2025, il y a une interdiction d'entrée aux États-Unis de Thierry Breton et d'autres personnes considérées comme des activistes et responsable d'organisations européennes. Donc, il y a eu quelques noms que peut-être ça mérite une émission en soi. Pourquoi ces noms-là, ils ont été mêlés, mais on trouve toujours les mêmes institutions, on trouve Soros derrière, on trouve des implications, des ONG qui font des trafics chelous, des choses comme ça.
Donc, oui. En gros, ce sont des personnes qui transforment l'Europe en une dictature à ciel ouvert, quoi. Exactement. Et justement, qui ont des partenaires. Ils travaillent avec des gens comme Soros. C'est important comme détail, ça. Maintenant, fin 2025, c'est là où la situation commence à vraiment être intéressante. Commentaire médiatique de J.D. Vance, vice-président américain, sur les armes nucléaires de l'UE. Dans une interview récente, J.D. Vance affirme que le droit de l'Europe à posséder des armes nucléaires devrait être conditionné à des élections alignées avec ce que Washington approuve. Une déclaration explosive qui suggère une remise en question du droit souverain qu'ont la France et le Royaume-Uni d'entretenir des armes nucléaires indépendantes. Donc c'est vraiment... c'est hardcore. Hein? Oui. Ouais, on peut le lire comme ça, hein, le droit souverain, etc. Sauf qu'il ne faut pas oublier les déclarations, notamment de Macron et du gouvernement proche de Macron, qui réfléchissait à remettre le potentiel nucléaire français à l'Union européenne. Tu vois ? Oui. Alors qu'en Union européenne, les gens ne sont pas élus, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas le suffrage démocratique. Donc pour les États-Unis, c'est un peu bizarre. Ouais, voilà. C'est très juste. J'avais pas vu ça, en fait, j'avais pas fait le lien, mais c'est vrai mais il n'y a pas que la France. Hein. Tu sais, c'était l'idée globale des pays membres des nations, enfin, de l'Union européenne, d'avoir une gestion commune de leur armement nucléaire. Tu vois, c'était pas que la France. La France voulait initier le truc, mais l'idée c'était que les autres fassent pareil. Donc, en effet, de ce point de vue-là, ouais, c'est pertinent. C'est pertinent. Mais moi, je crois qu'en dehors de la France et la Grande-Bretagne qui est hors UE maintenant, il n'y a personne qui a les armes nucléaires, il me semble, en Europe. L'Allemagne ne les a pas, c'est sûr. L'Italie ne les a pas, l'Espagne ne les a pas. Donc, quand tu sors de là-dedans... Ouais, bah justement, cette phrase n'est pas une politique officielle américaine, mais elle a beaucoup fait réagir les observateurs européens, car elle laisse entendre que l'UE ne devrait pas pouvoir développer ou utiliser des capacités nucléaires indépendantes sans validation américaine. Et il faudrait des processus démocratiques européens qui pourraient être jugés menaçants. Non, ça laisse entendre aussi que des processus démocratiques européens pourraient être jugés menaçants pour la sécurité des États-Unis. Donc c'est ça le truc en fait qui vient d'être dit avec ce que J.D. Vance a dit, tu vois, et qui a confirmé sur Fox News après. Donc c'est le sujet nucléaire. Ouais. Les autocrates non élus, etc., qui détiendraient l'accès aux armes nucléaires, ça pose un énorme problème aux États-Unis. Exactement. Et justement, dans toute cette façon que le milieu mainstream présente ce problème de la guerre, il y a il y a deux éléments qui sont totalement ignorés de l'histoire. Et justement, on va les voir ici parce que vous allez voir, ça apporte une explication très différente. Et vous allez voir que Trump n'est pas en guerre contre l'Europe. En réalité, il n'en a rien à foutre de l'Europe. Il est juste... Cette guerre, c'est une conséquence de ce qu'il est en train de faire aux États-Unis. On regarde. Premier élément ignoré dans cette crise, Soros. Dans un live récent, on avait parlé de l'organisation de la censure de l'UE et on avait parlé entre autres d'OSEPI, ou plus précisément Open Society European Policy Institute, de Soros et de leur implication aux politiques européennes au niveau du contrôle de l'information sur les réseaux sociaux et Internet. Ok ? J'ai sorti quelques extraits pour avoir vraiment l'essentiel. Ok ? L'Institut européen pour une société ouverte, OSEPI, de Soros, a rendu visite à des responsables de l'UE à 102 reprises depuis 2014. Ces réunions ont notamment porté sur la DSA. Donc celui qui fixe la DSA, qui est à l'origine de l'amende sur Musk, partiellement est Soros. Il a une influence là-dedans. Ok ? Open Society fait également partie du groupe de haut niveau de la Commission européenne chargé de lutter contre les discours et les crimes haineux. Donc Soros, avec cette association, cette ONG, participe là-dedans. Okay? Ensuite, le Digital Service Act, donc le fameux DSA, est un règlement de l'Union européenne qui encadre les services numériques afin de rendre l'espace en ligne plus sûr, blablabla, blablabla. Il impose aux plateformes des obligations de lutte contre les contenus illégaux, etc., etc. En gros, c'est les contrôleurs de la parole en ligne. Okay? La DSA, c'est le cadre légal de la parole en ligne.
En 2020, les dépenses de lobbying de Soros ont été plus que 20 fois supérieures à celles de 2019. Et c'est également l'année où ils ont élaboré la loi sur les services numériques du DSA, pour laquelle la Commission européenne a eu plusieurs rencontres, entre autres avec OSEPI, donc Open Society European Prostitution Institute. Non, c'était pas ça, mais c'est pas grave. Ça marche aussi. Soros est donc impliqué dans des activités de désinformation avec la Commission européenne depuis au mois 2016. Le High Level Group on Combating Hate Speech and Hate Crime est une plateforme d'experts créée par la Commission européenne pour coordonner les efforts contre la haine exprimée en ligne et hors ligne dans l'Union européenne. Donc ça, le High Level Group, c'est le groupe d'experts que la Commission européenne a choisi pour décider qu'est-ce qui est une bonne parole, qu'est-ce qui est une mauvaise parole, ok? Sauf que dans la liste des membres de ce groupe d'experts choisis par l'UE, on trouve les traces de Soros avec toujours OSEPI, donc Open Society European Policy Institute. Voilà. Ouais. Donc, et Soros fait partie des experts. L'ennemi déclaré. Et alors, il est l'ennemi déclaré de Donald Trump. Exactement. Vous avez ici la vidéo, vous avez ici aussi l'article où on a parlé de tout ça. Voilà. Et donc, maintenant, on va regarder l'autre élément. On a parlé de Soros. L'implication de Soros dans l'Union européenne est très importante, est quasi omniprésente. Il est partout. OK? Deuxième élément ignoré dans cette crise, c'est Trump. Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises une hostilité marquée envers George Soros et sa fondation Open Society Foundations. Il faut comprendre que Open Society Foundations, c'est un agrégat d'ONG, Open Society ceci, Open Society cela, OSEPI, ça tient pour Open Society, etc., etc. C'est European Parliament Institute, ou un truc politique, European Politic Institute. Mais c'est Open Society, quelque chose derrière. Et il y en a plein, et qui font tous la même chose, tirer des ficelles. Donc, Trump a eu un problème avec George Soros et les Open Society Foundation, les accusant notamment de soutenir des protestations violentes et de causer des dommages aux États-Unis. Dans un post sur Truth Social daté du 27 août 2025, Trump a écrit « George Soros et son merveilleux fils de gauche radical, donc Alex Soros, qui est actuellement en tête du groupe Soros, devraient être inculpés sous RICO en raison de leur soutien. RICO, c'est un cadre légal d'une enquête spécifique. Ouais, contre le crime organisé. C'est ça, en raison de leur soutien aux protestations violentes et bien plus encore partout aux États-Unis d'Amérique. Soros et son groupe de psychopathes ont causé de grands dommages à notre pays. 27 août 2025, il était déjà président et il dit ça. Tu voulais dire, Nico? Donc, je t'ai vu. Non, mais donc, du coup, on commence à avoir un tableau ensemble. Si les fondations Soros contrôlent les décisions prises au sein de l'Union européenne, et que d'un autre côté, il y a une poussée de la part de leaders européens qui détiennent l'arme nucléaire, de la mettre en commun au sein de l'Union européenne. Laisse-moi juste finir avant d'arriver à la conclusion. Parce que là, tu vas à la conclusion directe. Justement, je l'emmène petit à petit pour que l'œuf pousse de l'intérieur, qu'il ne soit pas cassé de l'extérieur, justement. D'accord. Comme ça vient d'arriver avec toi. Alors, lors d'une interview sur Fox News en septembre 2025, Trump a déclaré « We're going to look into Soros because... » Donc, nous allons examiner Soros parce que je pense que c'est une affaire RICO, de corruption en groupe, contre lui et d'autres personnes, car cela va au-delà des protestations. C'est une véritable agitation. Donc, vous avez ici les sources qui viennent avec tout ce que je dis. Ensuite, l'administration Trump a dirigé des enquêtes sur la fondation de Soros. Selon des rapports, le département de justice, donc le DOJ, sous la direction de la procureure générale Pam Bondi, a poussé à investiguer Open Society Foundation pour des motifs potentiellement politiques en lien avec des allégations de financement de groupes progressistes impliqués dans des troubles. Cela inclut une référence à Trump exigeant que Soros soit jeté en prison et menaçant d'utiliser les leviers du gouvernement contre des donateurs libéraux comme lui. Okay? Donc là, la guerre, elle est claire. Trump n'aime pas Soros, il veut s'en défaire, il veut vraiment, voilà. Et toutes ces institutions Open Society, elles sont sous investigation aux États-Unis pour ingérence intérieure. Okay? En gros, ce que
l'Union européenne a fait avec les élections en Roumanie, il y a des chances que ce soit Soros derrière. Il y a des chances que ce soit des groupes externes à l'UE, parce que les politiciens, ils vont là-bas juste pour pointer, c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est pas eux qui réfléchissent. Tu vois, ils reçoivent même les trucs juste à signer. Et donc, ce qui s'est passé en Roumanie, c'est une ingérence intérieure à l'intérieur de l'Union européenne, tu vois. Il y avait la même chose qui se faisait aux États-Unis. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et Trump, il est parti en mode, je vais les exposer, les Soros. Donc, ensuite, en septembre 2025, Trump a signé un executive order intitulé Countering Domestic Terrorism and Organized Political Violence, donc contrer le terrorisme domestique et le crime, la violence politique organisée, qui a coïncidé avec des efforts pour cibler des groupes libéraux, y compris ceux financés par Soros. Bien que l'ordre ne nomme pas explicitement Open Society, il a été lié à des investigations sur des donateurs progressistes. Encore, vous avez ici les sources. Et puis ensuite, on a eu le décret de Trump qui classe le mouvement Antifa comme organisation terroriste, carrément. Et Antifa, c'est un peu lié avec Soros quand même, tu vois. Et on a aussi, oui. on a aussi carrément ça, le discours de Trump, justement. On va voir juste une petite partie. Il n'existe pas de menace plus grave pour le monde de la vie américaine que la corruption et la militarisation de notre système judiciaire. Et cela se produit tout autour de nous. Si nous ne parvenons pas à rétablir un état de droit équitable et impartial, nous ne serons pas un pays libre. C'est important d'écouter ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit là pour les États-Unis, il le pense aussi pour d'autres pays. Okay? En tant que président, je me donnerai pour mission personnelle de rétablir la balance de la justice en Amérique. Nous voulons l'équité et l'égalité devant la loi. À cette fin, je nommerai des procureurs américains qui seront aux antipodes des procureurs du district de Soros. Donc il dit, je vais enlever les procureurs de Soros, je vais mettre les miens, tu vois, parce qu'il n'est pas censé avoir des procureurs pour lui, Soros, c'est en privé. Et d'autres qui ont nommé dans tous les États-Unis, qui sont nommés dans tous les États-Unis, très injustes pour notre population, très injustes pour notre pays. Ils seront les 100 guerriers, et donc, il reparle encore de Soros un petit peu plus tard, mais vous avez compris, il parle de l'ingérence intérieure, la corruption intérieure, l'injustice du système judiciaire par corruption extérieure, par des entités comme Soros, il le nomme. Okay? Donc, Trump n'aime pas Soros et il le considère responsable de beaucoup de choses. On a déjà parlé de tous ces sujets-là. Okay? Et Antifa, classé comme organisation terroriste, voilà. Open Society Foundation. De l'importance. Ouais. De organisation terroriste internationale. Hein. Et dans le live où nous en avons parlé, nous avons dit que ça aura des répercussions énormes pour les pays qui tolèrent encore la présence des organisations Antifa sur leur territoire. C'est aux yeux des États-Unis, ils sont comme Daesh maintenant. Aux yeux des États-Unis, ils sont classés comme Daesh, donc c'est la même surveillance, c'est le même. Alors maintenant, la conclusion, Nico, si tu veux, tu peux la faire maintenant. Non, vas-y, tu vois, tu me mets comme ça. Non, mais tu avais raison, c'est juste, tu as compris trop vite. Ah oui. Tu as compris ce que je voulais dire trop vite, c'est pas de ma faute, c'était trop intelligent, tu vois, mais quand tu l'es, lève un peu le pied de ton intelligence, parce qu'on n'a pas tous ton niveau, tu vois ce que je veux dire. Non, mais tous les morceaux de puzzle, ils se mettent en place petit à petit. Il fallait mettre des dispositifs légaux au niveau des États-Unis pour mettre la paix aux États-Unis, et notamment se débarrasser des organisations comme Antifa, se débarrasser des juges qui sont liés à ces mouvances-là, aux mouvances Soros, à l'Open Society et les procureurs, déclarer ça. Et pour que le mouvement soit international, on a déclaré Antifa comme une organisation terroriste internationale. Et vu que c'est une organisation terroriste financée par Soros, et vu que les mêmes Soros financent la prise de décision au sein de l'Union européenne, ça veut dire que l'Union européenne qui détient les armes nucléaires, c'est comme si aujourd'hui c'était une organisation terroriste qui avait des jouets nucléaires entre ses mains. En tirant les fils rouges jusqu'au bout, oui.
Mais en présence comme ça, on pourrait juste dire que les États-Unis n'aiment pas le fait que cette entité gigantesque qui est l'Union européenne soit influencée aussi ouvertement par des gens comme Soros et ces institutions que les États-Unis considèrent comme dangereuses pour leur démocratie, pour la démocratie, tu vois. Donc, peut-être que finalement, Trump n'est pas en guerre contre l'UE en soi. Peut-être que Trump est en guerre contre Soros, qui semble tirer encore les ficelles et utiliser l'Union européenne pour extorquer de l'argent. Parce que toute cette histoire maintenant des amendes sur X, etc., ils ont estimé que les GAFAM, tu sais, les grands, la Google, Twitter et tout ça, ils payent plus en amende, eux, que l'ensemble des taxes que l'Union européenne prend des activités de compagnies américaines au sol européen. Donc, mais ça, c'est de l'extorsion. En gros, ils te disent, on paye-nous, ou tu peux pas bosser chez nous, tu vois. C'est comme ça que c'est mafieux. C'est perçu. Voilà. Après, il y a deux choses. Donc, c'est pour ça que j'ai fini sur cette image-là avec Trump à l'Union européenne. C'est rigolo, tu vois, parce que bon, voilà. C'était le jour où ils s'étaient tous soumis à Trump complètement, mais bon, voilà. Ce qui est rigolo, c'est que, tu sais, je vois cette idée des États-Unis, démocratie, valeurs, machin, truc, etc. Mais j'ai voulu envoyer, mon frère, il est passé par là, il voulait envoyer des cadeaux pour ses enfants aux États-Unis. Et du coup, il a acheté les cadeaux, il a préparé les colis, il m'a demandé de les envoyer. J'ai envoyé les colis, j'ai dû remplir une déclaration de 5 pages en donnant tous les détails de ce qui est contenu, qu'est-ce que c'est, à qui ça va, combien ça pèse, combien ça a coûté. Et si jamais ça dépassait les 80 euros ou 80 francs, je sais plus, en fait, tu peux pas. C'est bloqué. C'est à cause des tensions qu'il y a entre États-Unis et tout. Mais c'est les États-Unis qui réclament ça. Et là, je me suis rappelé de cette démocratie à l'américaine, tu vois. Démocratie à l'américaine. Vous avez déjà essayé d'aller voyager aux États-Unis ? Ça ressemble un peu comme si vous voulez voyager en Chine ou en Corée du Nord. Les processus sont très semblables. Et on vous donne des papiers où on vous demande si vous êtes terroriste ou si vous avez des affiliations avec des groupes terroristes, la taille de vos pieds, enfin voilà. Et puis tu arrives à l'aéroport là-bas et ils prennent conscience même de ton être intérieur dans les checkpoints, tu vois. Après, faut pas oublier que la démocratie américaine, c'est très autocentré, tu vois. C'est pour les Américains, c'est pas à l'européenne. Comme non. Ce que je veux dire, c'est que ce que eux appellent démocratie, il faut savoir que les États-Unis, ce sont un des endroits les plus surveillés au monde. Au monde. Oui. Où l'État a une autorité qu'elle n'a pas ici en Europe, tu vois. Donc, moi je réfléchissais à ça parce que je me dis, tu sais, on parle de Trump, de ce qu'il veut faire en Europe, la démocratie en Europe n'est pas aussi bien qu'aux États-Unis. En fait, même avec les conneries qu'ils font maintenant, on s'en sort quand même mieux aujourd'hui ici que ce qu'ils s'en sortent aux États-Unis en termes de politique de surveillance et des trucs comme ça. C'est très simple, juste regarde comment ça se passe quand tu voyages vers les États-Unis. Ils lisent carrément tes réseaux sociaux. Et ça, c'est pas Trump qui l'a mis en place. C'était avant aussi. Oui, c'est pas. Et maintenant, c'est encore plus, tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'ai l'impression de voir deux clowns se battre pour qui est la plus grosse, tu sais, entre États-Unis et Europe. Et ils parlent, ma démocratie est plus grosse que la tienne. Mais en fait, ni l'un ni l'autre, ce sont des démocraties, en vrai. Voilà, c'est pour ça j'ai eu cette réflexion parce que j'étais choqué, bordel, j'envoyais des cadeaux, des bouquins, des colliers, tu vois, et j'ai dû remplir et ils te demandaient le poids. Bref, donc voilà, c'était juste un petit rappel. Tu as vu, à travers ce qu'on a vu, on a vu que la démocratie, c'est juste une jolie affiche derrière laquelle, au final, il fonctionne toujours le même système d'aristocrates, des mafieux, qui se renomment différemment. Ou dans les démocraties, on peut rester seulement 2 mandats au pouvoir. Voilà, on change même pas de maître en fait. On change juste de tête d'affiche.
Donc au final, la démocratie, je crois qu'on peut même pas appeler. Il n'y a pas de société démocratique actuellement. Peut-être à la Suisse, plus ou moins, avec les référendums, Regarde, mais voilà. En Suisse, c'est très différent. En Suisse, les gens, ils ont un vrai pouvoir. Voilà. Ils ont déjà arrêté beaucoup de choses, même avec les propagandes des médias, parce que les médias en Suisse, ils sont un peu corrompus, pas totalement, mais quand même. Le milieu politique l'est beaucoup moins, tu vois. Et donc, du coup, les gens, ils arrivent à suivre plus ou tant bien que mal, on va dire, et ils arrivent à prendre des décisions des fois, à éviter certaines choses. Ils ne peuvent pas corrompre la Suisse comme ils peuvent ailleurs, grâce à son système politique, justement. Ouais. Je voulais dire quelque chose, mais du coup, ça me l'a sorti de la tête. Peut-être ça te reviendra. En tout cas, ces déclarations de Vance, qui sont très récentes, il me faut repenser un peu les réflexions qu'on posait autour d'un événement qui est censé être effrayant et qui est même censé être d'ordre nucléaire. On a eu tendance à penser que ce serait avec la Russie, entre la Russie, l'Europe, l'Ukraine, etc. Il n'y aura pas de guerre entre les États-Unis. Non, il n'y aura pas de guerre entre les États-Unis et l'Europe. Non, c'est hors de question. Non, il n'y aura pas de guerre, mais il peut y avoir un événement, tu vois, un faux événement qui ne va pas jusqu'au bout, d'ordre nucléaire maintenant avec l'Europe, pour justement appuyer le point de J.D. Vance concernant le contrôle de l'armement nucléaire européen. Écoute, c'est juste une réflexion, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout ni un pronostic ni rien. Ouais. C'est, comment dire, une divagation de l'esprit, voilà. Ouais. Alors mon esprit, en ce moment, il va dans des endroits un petit peu plus joyeux que ça. Parce que justement, je ne pense pas qu'on va voir ce genre de choses. On n'a pas une menace de ce genre devant nous dans les temps qui viennent immédiats. On a plus l'économie qui risque de secouer un peu. Et ça, justement, on va voir après. Mais en tout cas, tout ça pour dire, cette histoire de guerre entre l'Union européenne et les États-Unis cache derrière des choses, et que dans cette période-là, nous, Européens qui ne voulons pas de la corruption de l'Union européenne, nous nous trouvons avec un allié qui a, lui, les capacités de virer la corruption de l'Union européenne, qui est Trump. Après, est-ce qu'on est allié avec lui parce qu'on a un ennemi en commun? Parfois, tu sais, l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami non plus, tu vois. Parce qu'encore une fois, Trump, c'est America first, c'est les États-Unis en premier. On n'est pas les États-Unis, donc voilà, gardons juste ça en tête pour qu'on ne suit pas le plan et toutes ces histoires-là de la même façon que les gens aux États-Unis, parce que Trump bosse pour eux, pas pour nous, tu vois. Donc nous, on est plus un effet secondaire de ce qu'il est en train de faire là-bas. Donc ici en Europe, les choses sont plus entre nos mains, je veux dire. Et par entre nos mains, j'entends tous ceux qui restent connectés un peu à la réalité, ne tombent pas dans tous les pièges des médias mainstream et qui ne tombent pas non plus dans les extrémités de certains médias alternatifs. Donc je parle de ces médias alternatifs modérés, on va dire, plus ou moins les justes milieux, hein, Rémi, n'est-ce pas? Et il y en a un paquet. Et justement, ces médias alternatifs, soutenez-les comme vous pouvez, parce que maintenant, c'est justement là où les peuples se lèvent. Et les peuples se lèvent dans une guerre d'information sur le champ de bataille qui est Internet. Voilà. Levez-vous, ne laissez pas la censure nous faire disparaître, parce que le chaos sera absolu. Après, il n'y aura pas de contre-pouvoir. Déjà, il n'y en a pas. On s'est fabriqué en tant que contre-pouvoir pour garder un œil sur ce qui se passe. Mais sans votre soutien, on ne peut pas continuer, en fait, parce que tout est fait pour qu'on n'existe pas. C'est grâce à vous qu'on existe, c'est à vous qu'on doit tout. Donc, et c'est pour vous qu'on travaille. Et je ne parle pas que de nous, ADNM. Je parle de quelqu'un comme Alexis. Alexis, il se donne corps, esprit et âme pour justement maintenir le positif et avancer dans le positif. Donc, et il y a plein d'autres médias alternatifs qui font ça aussi. Et donc, soutenez-les. On entre vraiment dans la grande guerre nucléaire d'information. Et là, vous avez vraiment un rôle à jouer. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, nous, et à tous les médias que vous suivez. Soutenez-les, partagez leurs posts, soutenez-les financièrement si vous pouvez. Et comme ça, on va vraiment pouvoir avancer.